Bonjour à tous. Alors en effet, pourquoi ce tatouton? J'ai bien aimé faire ce petit jeu de mots. D'ailleurs, pour commencer, j'aimerais répondre à une question que vous allez très vite vous poser. L'orateur est-il tatoué? Eh bien, ça va peut-être vous surprendre, mais la réponse est non. Je ne suis pas tatoué. Et je pense qu'au lieu d'être un inconvénient, c'était plutôt un avantage pour le travail que j'ai effectué. Ça m'a permis de travailler en toute objectivité, sans point de vue, sans jugement positif ou négatif. Donc voilà, je suis neutre. Seulement, comme vous tous, j'ai constaté depuis plusieurs années un accroissement très important du nombre de personnes tatouées dans la rue, sur les plages, dans les stades. On a encore pu le voir aux derniers Jeux Olympiques. Beaucoup d'athlètes arborent de magnifiques tatouages. Donc j'en étais là quand, comme l'a dit M. Matteux, un événement a déclenché mon intérêt pour le tatouage. C'est donc la lecture des Trois Mousquetaires que j'ai honte, je n'avais jamais lu jusqu'à présent. Il a fallu le deuxième confinement et le Covid pour que je me lance dans les Trois Mousquetaires. J'avais une méfiance pour Dumas et l'histoire romancée. Pour moi, l'histoire, c'est scientifique et le roman, c'est fictif. Et le mélange des deux me gênait un peu, mais j'ai craqué. Pendant le confinement, j'ai craqué. Et je suis donc, comme vous l'avez dit, arrivé à un moment à cette scène où D'Artagnan dévoile l'épaule de Milady et apparaît la flétrissure, donc une marque au fer rouge, qui est un châtiment qui était donc un châtiment de la justice. Et là, cette fois, j'étais vraiment dans l'histoire, donc ça m'intéressait. L'inscription de la fleur de lys sur l'épaule des criminels a en effet été pratiquée en France jusqu'en 1724, donc sous Louis XV. La fleur de lys a ensuite été remplacée par des lettres, mais qui étaient toujours gravées au fer rouge. Chaque lettre désignait la nature d'un crime et la peine infligée. Par exemple, la lettre V signifiait tout simplement voleur. Quand le V était doublé, VV, cela signifiait voleur récidiviste. Ça, c'était clair. Pour la lettre G, ou parfois les trois lettres GAL, G-A-L, traduisaient condamné aux galères. Il y avait comme ça toute une déclinaison de flétrissures. Et finalement, la marque au fer rouge n'a été définitivement bannie du droit français qu'en 1832, grâce à une ordonnance de Louis-Philippe. Donc voilà, je suis entré dans le sujet des marques corporelles par la marque de justice, qui est une marque subie. Au contraire, beaucoup de celles et ceux qui se font tatouer le font volontairement. Et donc, ce qui m'a intéressé, c'était les motivations. Pourquoi tant de personnes se font tatouer? Donc, comme l'a dit mon prédécesseur en Amérique du Sud, mais aussi dans le monde entier, quels sont les facteurs qui conduisent à un tel comportement? Pourquoi ce goût de modifier son apparence? Et nous sommes donc ici au cœur du sujet de nos assises. Pour la flétrissure, j'avais une réponse. C'est une punition, c'est une condamnation. Mais il fallait que j'aille plus loin. Donc, j'ai commencé à travailler le sujet. Mais avant de l'aborder directement, je voudrais préciser deux éléments qui me paraissent importants. Le premier, les marques corporelles remontent, comme il a été dit précédemment, aux temps les plus reculés de l'histoire de l'humanité, puisqu'on trouve les premières traces de tatouages et de parements sur le corps entre 38 000 et 10 000 ans avant Jésus-Christ, donc très loin dans l'histoire. Et deuxième élément, la pratique est présente sur tous les points du globe. Et j'aimerais ici citer l'écrivain ethnologue Michel Leiris qui écrit « Nulle part au monde on ne trouve de peuple où le corps soit laissé à l'état entièrement brut, exempt de tout vêtement, parure ou rectification quelconque, sous la forme de tatouage, scarification ou autre mutilation. » Donc, les marques corporelles, depuis toujours et partout. C'est vraiment une activité très liée à l'humanité.
Alors maintenant, venons-en à mon sujet. Pourquoi se tatoue-t-on? La première réponse, et ça a été abordé précédemment, c'est le désir d'appartenir à un groupe. Et cette appartenance, elle se divise en fait en deux catégories. Soit elle est contrainte, elle est subie, soit elle est voulue par celui qui se fait tatouer. On va commencer par les appartenances contraintes. Le premier cas, et ça a été vu aussi précédemment, c'est celui des rituels d'initiation qui ont lieu donc dès la naissance, mais surtout à l'adolescence, dans les sociétés traditionnelles, en particulier en Asie et en Afrique. Donc ce sont des cérémonies au cours desquelles les enfants entrent dans l'âge adulte, c'est le passage de l'innocence à la maturité. Donc, comme il a été dit aussi précédemment, les cérémonies comprennent diverses pratiques. Elles varient d'une tribu à l'autre, d'une ethnie à l'autre. Les scarifications en relief, par exemple, étaient pratiquées dans une tribu du Tchad à la fin du XIXe siècle. Au sens propre, là pour le coup, les dessins marquent l'entrée du jeune dans la communauté, dans sa communauté. Et si l'on prend le cas des garçons, les cicatrices les font accéder à un nouveau statut. Ils possèdent désormais la triple capacité d'époux, de chasseurs et de guerriers. Autrement dit, époux, ils peuvent fonder une famille. Chasseurs, ils ont la capacité de nourrir leur famille. Et enfin, guerriers, ils sont considérés comme aptes à protéger leurs proches ainsi que l'ensemble de leur tribu. Donc ça, c'était pour les appartenances subies. Il y en a une autre qui est l'appropriation de personnes par d'autres personnes. Là, il faut remonter à l'Antiquité grecque et romaine, parce qu'on estime qu'à cette époque, environ 90% de la population était composée d'esclaves et de prisonniers de guerre. Eh bien, esclaves et prisonniers, comme les animaux, étaient marqués au fer rouge, par exemple du nom de leur propriétaire. Sans remonter d'ailleurs à l'Antiquité, on trouve également à l'époque moderne des exemples de marques de propriété, malheureusement dans le monde de la prostitution. Il est très fréquent que le souteneur fasse tatouer son nom sur la peau des femmes qui travaillent pour lui. Alors, ce qui est un peu curieux, c'est que quand elles changent de patron, entre guillemets, le nom du nouveau s'ajoute à celui de l'ancien, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, elles portent une sorte de CV assez méprisable, reconnaissons-le, sur le bras. Après les appartenances contraintes, une autre réponse possible à la question pourquoi les gens se font tatouer, les appartenances volontaires. Là, pour le coup, elles permettent à une personne de s'intégrer donc volontairement à un milieu ou alors de s'opposer à un milieu. C'est l'un ou l'autre. Pour s'intégrer, on a un exemple assez connu qui est celui des marins. Un exemple assez amusant, c'est celui de Popeye, ce personnage de bande dessinée, de dessin animé, qui porte deux ancres aux avant-bras. Alors, c'est vrai qu'un marin n'est pas obligé de se tatouer, seulement s'il veut véritablement être intégré et se faire accepter dans le monde de la marine, il a tout intérêt à se soumettre à l'épreuve des aiguilles. D'ailleurs, un chiffre intéressant le montre. Au début du XXe siècle, environ entre 60 et 90% des marins dans la Navy étaient tatoués, ce qui est quand même assez considérable. Un autre type de marque volontaire, c'est l'intégration à un métier. Ce sont les tatouages professionnels. Tout simplement, ils reprennent les emblèmes corporatifs, la graphie des enseignes qui signalent les boutiques dans les rues. Chaque boutique, autrefois, avait son enseigne. Il y en a beaucoup moins aujourd'hui, mais on peut quand même prendre l'exemple des boulangeries qui continuent en général à signaler par une baguette de pain. C'est le même symbolisme qui est repris dans les tatouages professionnels. Alors, en sens inverse, des personnes se tatouent par esprit de rébellion.
d'insoumission, au contraire pour se démarquer. Il s'agit alors de montrer une opposition à la société, à ses normes et à ses contraintes. On peut l'illustrer assez facilement avec les 3 grands mouvements d'opposition qui se sont succédés après la Seconde Guerre mondiale. Dans les années 50, l'apparition du rock'n'roll. C'est une musique, un type de vêtements, un style de vie et des tatouages. Par exemple, des guitares, des aigles, des têtes de mort, etc. Ensuite, dans les années 60, c'est le mouvement hippie qui, à l'inverse du rock'n'roll, milite pour la paix, en réaction à la guerre du Vietnam, prône le retour à la nature. C'est là aussi un genre musical, un habillement, un style de vie et des marques corporelles. Là, pour le coup, ce sont des tatouages de fleurs, de soleil, d'étoiles, des mots comme freedom, peace, love, bien connus, et puis aussi des piercings, notamment aux narines, en imitation des femmes indiennes. Et puis le 3e mouvement après les rockers et les hippies, ce sont les punks dans les années 70, qui alors cette fois à nouveau en opposition aux hippies, expriment leur haine de la société d'une manière assez violente. Et cette violence se traduit par des tatouages tels que hate and war, haine et guerre. Donc pour ce type de marque corporelle qui exprime une révolte, au fil de marchage, j'y ai vu une analogie avec le graffiti et le tag. C'est un peu le même ressort qui est à l'œuvre. Dans le tag, on trouve c'est une catégorie, comme dans le tatouage, le tag est une protestation. Le tag, le mur est le support d'écriture, et dans le tatouage, c'est la peau. Tous les deux sont écrits. Ils partagent la supériorité de l'écrit sur l'oral, qui est la durée, la parole étant par nature évanescente. Si on veut résumer ces 2 modes d'expression, finalement assez proches, le tag et le tatouage de rébellion, je pense qu'on peut les qualifier tous les deux de cris silencieux. Après cette catégorie d'appartenance, il y a un tatouage que j'appelle le tatouage talisman. Le tatouage talisman, il a pour ambition, on l'a vu un petit peu avant aussi, de protéger celui ou celle qui le porte. Se protéger contre le malheur, les vicissitudes de la vie. Et là aussi, c'est encore une préoccupation aussi ancienne que l'humanité et que l'on rencontre là aussi sous toutes les latitudes. On recourt à un tatouage protecteur ou supposé tel, comme on cloue une chouette sur la porte de son garage. On peut rapprocher cette pratique des totems que l'on trouve dans les sociétés traditionnelles, les tribus en Asie, en Afrique, en Australie. Vous le savez sans doute, se placent sous la protection d'un totem, très souvent un animal. De la même manière, on constate, par exemple, pour les marins, qu'ils se font fréquemment tatouer un coq ou un cochon sur le dessus du pied. Alors, pour quelle raison ? Tout simplement, ces 2 animaux protègent de la noyade. Le coq et le cochon, ne sachant pas nager, ils sont là pour aider l'homme en perdition à revenir le plus vite possible vers le rivage. À propos, donc toujours dans les marques protectrices, j'aimerais dire quelques mots du tatouage sacré des bouddhistes qui s'appelle le sakyant. Le sakyant est un exemple de marque corporelle censée détenir des pouvoirs magiques pour faire face aux épreuves de l'existence. Et là, j'ai aussi une petite anecdote qui démontre l'efficacité du sakyant, dans le sens qu'elle conditionne le comportement de celui qui le porte. L'anecdote est la suivante, c'était en Inde, un monsieur conduisait sa voiture beaucoup trop vite, et brusquement, il a eu le sentiment que ses tatouages remuaient tout seuls. Et il me semble me souvenir que l'un des tatouages était un tigre. Donc, pris de peur et soumis à l'influence de ces marques, il a interprété ça comme un appel à la prudence, il a ralenti, et donc on peut considérer que ces tatouages ont peut-être évité une amende, un accident, voire même peut-être pire, la mort. Il a été protégé.
Après donc la protection, il y a encore une autre catégorie qui répond à la question pourquoi, c'est le tatouage narcissique. Comme vous le savez, Narcisse dans la mythologie grecque, c'est ce jeune homme qui observe son reflet dans l'eau jusqu'à tomber amoureux de lui-même. Le recours au tatouage peut procéder de la même intention, l'admiration de soi-même. Une remarque importante sur ce point, l'être humain est le seul être vivant qui a le pouvoir de modifier son apparence. Les animaux sont ce qu'ils sont. L'homme a la faculté, lui, d'agir sur son image. Et dans le narcissisme, il s'agit de se plaire dans son regard et aussi dans le regard des autres. Et là, on peut distinguer donc deux options. D'un côté, la marque qu'on peut appeler égocentrique. Elle correspond exactement au mythe de Narcisse. Le sujet aime se contempler. Il s'admire, il se regarde avec un sentiment de plaisir. Le tatouage égocentrique est motivé par l'agrément exclusif de celui qu'il porte. À l'opposé, la marque tournée vers soi-même peut aussi susciter l'amour-propre du sujet dans le regard des autres. Et là, je rapproche un peu ce cas-là de Jean-Paul Sartre, qui parlait du concept du corps pour autrui. Je pense qu'en l'occurrence, on pourrait parler de marque pour autrui, l'objectif étant de distinguer une personne, de l'extraire de la masse, de vouloir montrer à l'autre qui l'on est, ou en tout cas qui on voudrait paraître. Alors que la marque d'appartenance a pour but de permettre l'entrée dans une communauté, une tribu ou un métier, la marque narcissique, elle, valorise la personnalité, l'ego. Elle met en avant l'une des valeurs majeures du monde contemporain, à savoir le droit à la différence. Mais ce n'est pas terminé. Il y a encore le tatouage qui a une ambition purement esthétique. C'est la quête de la beauté qui prime. Et là encore, on peut remonter très loin dans le passé, jusqu'à la préhistoire, puisque dès l'origine, comme il a été dit aussi précédemment, Homo erectus s'est très vite doublé de Homo aestheticus. Les premiers hommes ont commencé par peindre les parois de leur caverne et puis progressivement leur corps avec des dessins, des ornementations, des scarifications. Et là aussi, ces modifications artistiques très lointaines, on les trouve dans toutes les civilisations. En l'occurrence, il n'y a pas de message à exprimer. Il ne s'agit ni de se protéger, ni d'appartenir à un groupe. C'est simplement une marque décorative. Le but est de provoquer une émotion esthétique, de transformer en quelque sorte une personne en œuvre d'art. Je pense que nous avons toutes et tous, notamment sur des plages, été en présence de personnes portant des tatouages de très grande beauté graphique qui sont réalisés par de véritables artistes. D'une certaine façon, d'ailleurs, le tatouage, ce type de tatouage décoratif transforme celui qu'il porte en un homme de spectacle. Il est un peu comme un mannequin sur un podium. D'ailleurs, c'est si vrai que très longtemps, le tatouage a été une attraction dans les foires, dans les théâtres, dans les cirques, notamment dans le célèbre cirque Barnum. En France, on a eu aussi aux Folies Bergères le passage à plusieurs reprises d'un personnage qui était assez extraordinaire, qui s'appelait le capitaine Constantinus, qui prétendait porter 300 figures d'animaux sur son corps. Enfin, dernier cas, qui motive le fait de se faire tatouer, le désir de séduire, la séduction amoureuse. Modifier l'apparence entre au nombre des stratégies de séduction. Là encore, depuis toujours et partout, les inscriptions corporelles ont participé à l'érotisation du corps. Dans beaucoup, d'ailleurs c'était aussi vu précédemment, dans beaucoup de civilisations, les marques érotiques sont une condition majeure pour attirer un partenaire. Voilà, vous l'avez compris, l'histoire du tatouage est intimement liée à l'histoire du genre humain. Ce sont deux aventures imbriquées. Les marques corporelles sont apparues en même temps que l'homme. Si nous constatons depuis une trentaine d'années un intérêt renouvelé pour les marques, en particulier pour le tatouage, il faut bien avoir conscience que notre époque n'a rien inventé. Certes, les techniques, le choix des motifs ont évolué, c'est normal,
Mais le principe en appelle en réalité à des ressorts profondément inscrits dans la nature humaine. Avant de conclure, permettez-moi de récapituler différentes réponses à la question qui m'était posée. Pourquoi se tatoue-t-on? Donc pour appartenir à un groupe, soit de manière subie, soit de manière volontaire, pour être protégé, pour flatter l'amour-propre, par vénération du beau, et enfin pour séduire. Ce qu'on peut préciser pour terminer, c'est que ces diverses motivations peuvent se combiner. D'ailleurs, à la suite de la publication de mon livre, une dame m'a gentiment écrit pour me dire qu'elle avait subi une mammectomie, malheureusement consécutive à un cancer du sein, et qu'elle avait préféré se faire tatouer à l'endroit de la cicatrice plutôt que de bénéficier de la pose d'un implant pour une reconstruction. En y réfléchissant, je me suis dit que son choix en fait avait reposé sur deux motivations imbriquées. D'une part, elle voulait quelque chose de joli pour masquer la cicatrice, quelque chose d'esthétique qu'elle trouverait beau et agréable à voir. Et d'autre part, elle souhaitait aussi, je pense, retrouver l'estime d'elle-même qui est sévèrement mise à mal durant les mois de traitement, surtout quand il s'accompagne d'une chirurgie lourde. Dans son cas, la décision de se faire tatouer a donc combiné deux facteurs, le facteur esthétique et le facteur narcissique. Et puis il m'est apparu qu'il en existait sans doute un troisième qui est essentiel également. Je pense que sa décision de se faire tatouer plutôt que de bénéficier d'une reconstruction mammaire, lui a été dictée aussi par le choix de la mémoire. Je m'explique. La reconstruction aurait en quelque sorte effacé, gommé, fait disparaître un épisode crucial de la vie de l'intéressé. C'était le choix et le risque de l'oubli. Au contraire, l'option tatouage a inscrit à jamais cet événement, certes dramatique, mais l'a inscrit à jamais dans sa chair. Elle a considéré, me semble-t-il, consciemment ou inconsciemment, que le cancer, les mois de souffrance physique et psychologique, faisaient partie de son histoire personnelle, que cet événement était un jalon capital dans son parcours. Et le tatouage, je pense, peut être considéré comme l'équivalent, dans ce cas-là, d'un monument commémoratif. Il est pour elle un témoignage visuel, manifeste, on pourrait même dire criant, de l'épreuve qu'elle a traversée et surmontée. Le sociologue Christophe Blanchard qualifie très justement cela de biographisation. Bio et graphie, vie et écriture, la vie écrite, le présent devenu histoire. En somme, et je conclurai là-dessus, les tatouages racontent la vie. Ils constituent une narration biographique. Ils sont comme un livre ouvert. En un mot, ils inscrivent le temps sur la peau. Merci de votre attention.